Mois d'Union économique et monétaire ouest-africaine. L'UEMOA, 8 pays, un destin commun, un espace économique harmonisé, ouvert et concurrentiel. L'UEMOA, votre guide au cœur de l'Afrique, des grands événements et des grandes mutations sur Africable. Bonsoir à tous. Voici les principaux titres de ce journal. 3 août 1960, 3 août 2014, le Niger a célébré ce dimanche le 54e anniversaire de son accession à l'indépendance. Dans ce journal, une édition spéciale sur les initiatives porteurs d'espoir depuis l'accession au pouvoir du président Mamadou Issoufou. Une édition donc à suivre à la fin du journal. En Mauritanie, le président Ould Abdelaziz investit pour un second mandat de 5 ans ce samedi. Il promet de continuer la lutte contre le terrorisme et s'engage à ne rien entreprendre pour modifier la Constitution concernant les mandats du président. Et enfin, l'enquête sur le site du crash de l'avion d'Air Algérie est désormais achevée. Les enquêteurs ont passé une semaine à ratisser le lieu. Au total, 1200 restes humains ont été collectés. Voilà pour le sommaire. Donc, en Mauritanie, le président Ould Abdelaziz investit ce samedi pour un second mandat de 5 ans, relis en juin dernier avec près de 82% de voix. Il promet de continuer la lutte contre le terrorisme et s'engage à ne pas modifier la Constitution concernant les mandats du président. Des promesses et des engagements annoncés dans un stade de Nouakchott quasiment plein en présence de plusieurs chefs d'État. 10 jours après le crash du vol de l'Algérie, plus de 1200 personnes ont silencieusement marché à Rouen en France pour rendre hommage à la famille Ouedraogo. C'est une famille burkinabé qui vivait dans la région de Nantes depuis bientôt 30 ans. Toute la famille avait péri dans la catastrophe. Et l'enquête sur place s'est achevée. 1200 restes humains ont été collectés par les enquêteurs français, maliens et espagnols. Pour rappel, le crash du vol MH5017 d'Air Algérie le 24 juillet dernier avait fait 116 morts. Un peu plus de 10 jours après le crash, vu du ciel, il ne reste quasiment rien. Juste une trace, le sol brûlé par l'impact. Les hélicoptères de l'armée française continuent de sécuriser les lieux alors que s'est terminée samedi l'enquête sur le site. Nous avons libéré le site complètement de tous les éléments biologiques qui pouvaient rester, puisque nous les avons regroupés en éléments non identifiables. On a gratté le sable, on a tout regroupé de manière à ce qu'il n'y ait aucun élément appartenant à une victime, ne soit laissé sur place. Nous avons de plus fait un zonage complet à l'aide des forces militaires présentes de l'espace, de manière à ne laisser non plus aucun objet personnel qui pouvait appartenir à une victime. Quelques débris encore épars, des restes du fuselage, ici peut-être un bout d'aile. Et ce cratère, le lieu de l'impact creusé par les investigateurs pour rechercher les derniers indices. Mais surtout, des militaires encore sur place, plus pour longtemps. Actuellement, nous sommes 312 sur le site. Au plus haut, il y a eu un peu plus de 500 personnes. Dans quelques jours, les pétales de ces bouquets de fleurs déposés dans les arbres par les proches des victimes se seront envolés. Les dernières traces du crash aussi. En Afrique de l'Ouest, les victimes du virus d'Ebola ne cessent d'augmenter. Elles sont plus nombreuses parmi les pays les plus touchés, le Libéria, dont les morgues sont débordées. Les équipes chargées d'enterrer les corps se heurtent à un nouveau problème, la crainte des populations riveraines des cimetières qui craignent à leur tour d'être contaminées. Ces hommes le savent, la tâche qui les attend sera laborieuse. Ces 21 corps doivent être enterrés, ce sont des victimes du virus Ebola. En Afrique de l'Ouest, les corps sont lavés avant d'être enterrés, mais cette pratique est devenue dangereuse car ce sont dans les fluides corporels que le virus se développe. Et le contact direct avec les personnes qui ne sont pas protégées provoque la contamination. Rita est venue à la morgue pour accompagner la dépouille d'un proche. Le virus est là, nous devons faire très attention. Nous ne pouvons pas nous voiler la face. Une zone a été délimitée afin que les corps puissent être mis en terre selon des règles sanitaires bien précises. Mais des habitants en colère arrêtent le convoi. Tous craignent d'être contaminés si les victimes du virus reposent près de chez eux. L'armée est appelée en renfort. Nous avons entendu qu'il y avait des problèmes dans certaines communautés. Donc nous sommes venus ici pour protéger la zone, pour que les corps soient enterrés.
Au total, plus de 150 personnes sont mortes du virus Ebola au Libéria. Le pays tente d'empêcher la propagation de l'épidémie. Toutes les écoles ont été fermées et certaines communautés pourraient même être placées en quarantaine. Je vous propose à présent un tour d'horizon de l'actualité en bref et en images avec Aminata Mariko. Congo-Brazza, réaction de l'opposition après les propos tenus samedi par le président du Congo-Brazzaville, Denis Sassou Nguesso. Pour Pascal Sati Pabiala, secrétaire général de la formation UPADS, l'actuel chef de l'État se représentera bien en 2016 à l'élection présidentielle. Samedi 2 août, Denis Sassou Nguesso a laissé la porte ouverte à une nouvelle candidature en 2016, ce qui nécessiterait une modification de la Constitution. En République centrafricaine, entre Sibu et Bambari, ville éloignée de près de 200 km, la route est désertée. Les habitants des villages environnants se terrent dans la brousse. Les tensions entre Seleka et Antibalaka sont encore bien réelles et les a peur. Tunis hausse le ton à l'égard des étrangers. Pas question d'ouvrir des camps de réfugiés sur le sol tunisien. Le gouvernement tunisien durcit le ton vis-à-vis des étrangers car il craint de devoir accueillir des centaines de milliers de personnes venues de Libye, comme ça avait été le cas en 2011. À la frontière tuniso-libyenne, 26 000 personnes ont traversé le poste de Ras Jedir depuis mercredi 30 juillet. Ce poste n'a pourtant rouvert que vendredi. En Côte d'Ivoire, le processus de remise des cartes nationales d'identité a repris, après presque 4 années d'interruption. La dernière opération avait eu lieu avant l'élection présidentielle de 2010. Aujourd'hui, 3 millions d'Ivoiriens seraient concernés. Il y a 100 ans, l'Allemagne déclarait la guerre à la France, déclenchant ainsi la Première Guerre mondiale. Ce 3 août, Allemands et Français commémorent dans cette guerre. Le président François Hollande et son homologue allemand se sont rendus en Alsace, dans l'est de la France, sur l'ancien champ de bataille. L'hymne allemand résonne sur la montagne mangeuse d'hommes, cette fois-ci en signe d'amitié. Il y a 100 ans, jour pour jour, leurs prédécesseurs se déclaraient une guerre sans merci. Un siècle plus tard, François Hollande et son homologue allemand Joachim Gauck sont main dans la main. L'hommage est inédit. Ici périrent 30 000 hommes. Dans cet ossuaire, 12 000 d'entre eux, morts en ennemis, reposent ensemble. Tous mes ancêtres ont vécu avec la certitude suivante. Les ennemis héréditaires existent. Rien de tel chez mes fils et mes petits-enfants. Mes 2 grands-pères ont fait la guerre. Ils taisaient, par pudeur, sans doute, mais également par calcul, les horreurs de la guerre comme pour mieux nous installer, m'installer moi-même dans l'idée de la paix. Eh bien, c'est tout l'inverse qu'il faut faire aujourd'hui. Un symbole pour hier, mais aussi un message d'actualité. Mais à ceux qui désespèrent du processus de paix au Proche-Orient, quel plus beau message pouvons-nous délivrer que celui d'aujourd'hui? L'histoire de la France et de l'Allemagne démontre que la volonté peut toujours triompher de la fatalité. François Hollande réclame plus que jamais un cessez-le-feu à Gaza. Le chef de l'État évoque aussi le dossier ukrainien, le sort des chrétiens d'Irak ou encore la nécessité de revivifier l'Europe. À l'issue de la visite, les 2 présidents ont posé la première pierre d'un musée de la Grande Guerre avec enfoui dans ses fondations un message de paix écrit par des jeunes Français et Allemands. Au Proche-Orient, Israël entame le redéploiement partiel de ses troupes et continue le pilonnage, notamment dans le sud de la bande de Gaza. Une école de l'ONU a été encore bombardée. C'était à Rafah. Au moins 10 personnes sont mortes. Et le secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, qualifie cette attaque d'acte criminel. Un retrait partiel dans la poussière, sous la chaleur de l'été, drapeau israélien en main. Ces soldats suréquipés se repositionnent autour de la bande de Gaza, dans le but très clair d'une nouvelle offensive. L'armée s'est retirée de certains secteurs du nord de la région. Les populations ont même été invitées à regagner leur logement. Mais Tsahal va désormais concentrer ses efforts dans le sud, à la frontière égyptienne, pour neutraliser le reste des tunnels. Nous avons promis depuis le début le retour au calme pour les citoyens d'Israël et nous continuerons d'agir jusqu'à ce que nous ayons atteint cet objectif. Cela prendra aussi longtemps que nécessaire et nous emploierons toute la force requise. Les bombardements intensifs ont repris au sud de la bande de Gaza jusqu'à l'aube.
juste après la confirmation faite par Tel Aviv de la mort du jeune officier d'infanterie, Hadar Goldin, porté disparu la veille dans la région de Rafah. L'opération Bordure Protectrice continue et la liste des victimes innocentes s'allonge. Les frappes israéliennes ont touché une école de l'ONU, faisant plusieurs morts et de nombreux blessés, des enfants pour la plupart. C'est le troisième incident du genre dans une école. Nous avons pourtant appelé les différentes parties à respecter la neutralité et l'inviolabilité de nos installations, à demeurer prudentes lorsqu'elles visent avec des missiles des cibles proches. Comment cela peut-il encore avoir lieu? Je n'ai aucune idée, je n'ai pas de mots pour ça, je ne comprends pas. Ce dimanche, à l'invitation du président égyptien Al-Sisi, plusieurs membres de l'autorité palestinienne et du Hamas sont arrivés au Caire afin de relancer les négociations pour une trêve durable, une nouvelle médiation diplomatique rejetée pour le moment par Israël, une guerre qui a déjà fait plus de 1600 morts. Après près d'un mois de conflit, les cimetières de Gaza commencent même à manquer de place. Venons-en maintenant à cette édition spéciale consacrée au Niger qui célèbre ce dimanche le 54e anniversaire de son accession à l'indépendance, fidèle à sa vision d'accompagner la construction de l'Afrique. Africable Télévision consacre depuis une semaine une programmation spéciale sur le Niger et ses initiatives porteurs d'espoir. Ce soir, nous vous proposons une page spéciale en direct de Niamey, la capitale, une édition qui met en lumière certaines réalisations du gouvernement nigérien depuis l'accession au pouvoir en avril 2011 du président Mamadou Issoufou. Nous retrouvons sans forme de transition Kaba Mahmoud Kaba Diakité en direct de Niamey. Kaba, bonsoir, à vous l'antenne. Merci Kolsia Ngarsou, bonsoir fidèles téléspectateurs d'Africable Télévision. Merci de nous rejoindre ici à Niamey, la capitale nigérienne. Bienvenue dans cette édition spéciale. Ce soir également, comme hier, vous découvrirez avec nous les différents secteurs d'activité du programme de renaissance nationale du Niger, lancé par les autorités en 2011. Entre autres, nous vous ferons découvrir le secteur du tourisme, de la santé, des infrastructures routières. Mais tout d'abord, nous allons partir avec l'éducation. L'éducation qui est la base de tout développement est l'un des axes clés de ce programme de renaissance. Au cours de ces 3 dernières années, l'objectif du gouvernement nigérien a été surtout d'assurer une éducation pour tous et d'améliorer la qualité de l'enseignement. Aucune nation au monde ne peut se développer sans une éducation de qualité. Au Niger, la question occupe une place primordiale parmi les 8 axes du programme de renaissance du président Issoufou Mahamadou. Priorité des priorités, c'est le quart du budget national qui est consacré au secteur de l'éducation. Au-delà des chiffres, le gouvernement nourrit de grandes ambitions avec une vision claire, former des ressources humaines de qualité pour la construction d'un Niger émergent et des cadres compétitifs dans notre village planétaire où la compétition s'impose comme la principale unité de mesure. Pour réussir ces paris, le gouvernement, après avoir fait un diagnostic sans complaisance de la situation, s'est fixé des objectifs clairs et précis. Des engagements forts par rapport à la construction des infrastructures, 2500 classes au moins par an en matériaux définitifs, la formation de 3500 enseignants par an au niveau des écoles normales, le recrutement à la fonction publique de 2500 enseignants chaque année. Ça fait quand même un certain nombre d'années que ce secteur était quand même complètement délaissé. Donc les autorités de la 7e République ont exprimé ce vœu de mettre en œuvre un certain nombre d'activités à travers le programme, n'est-ce pas, que nous avons élaboré, le programme de la formation et de l'éducation et de la formation, le PESEF, qui prend en compte, qui a une vision holistique de l'éducation qui prend en compte tous les aspects de l'éducation. L'éducation pour tous dans ce vaste pays sahélien agro-pastoral où l'école classique a longtemps suscité une réticence en milieu rural à cause des activités champêtres ou de la transhumance paraît surréaliste. Mais partout il y a la volonté, il y a forcément un chemin. Pour relever ces défis titanesques, le gouvernement décide de rendre l'éducation gratuite et obligatoire sur l'ensemble du territoire national. Mieux, des vastes chantiers sont engagés, des milliers d'infrastructures remplacent des paillotes, des manuels pédagogiques offerts aux élèves et enseignants, formation et recrutement des milliers d'enseignants. Bref, il s'agit d'offrir un cadre propice à l'apprentissage.
Nous avons 974 classes qui sont en train d'être réalisées, donc toujours dans les 3 ans. Donc il y a aussi des blocs de latrines qui ont été construites, des écoles qui ont été électrifiées. C'est aussi une première au Niger, surtout quand vous prenez l'enseignement secondaire qui a beaucoup souffert de ce manque d'infrastructures. La clôture des établissements, c'est aussi une priorité du gouvernement. On a clôturé beaucoup d'établissements, on a construit des bibliothèques, on les a équipées. Tous les anciens laboratoires construits depuis les années 80 qui ont été délaissés, maintenant nous sommes en train de les réfectionner et nous sommes en train de les équiper pour justement motiver cet enseignement scientifique qui tient fort au gouvernement de la 7e République. Par rapport aux infrastructures, sur un engagement de 7500, nous en sommes à 7500 pour les 3 ans, à raison de 2500. Nous en sommes donc à une réalisation de 8737, dont 6227 déjà réalisés et 2500 en cours de réalisation. Pour le recrutement à la fonction publique, c'est là donc où on a recruté 8382 enseignants qui ont été intégrés à la fonction publique. C'est des enseignants contracteurs qui sont intégrés à la fonction publique. Avec cette gamme de mesures entreprises par le gouvernement, c'est l'heure du renouveau de l'école qui a sonné au Niger. Il faudra continuer la dynamique. C'est ainsi qu'on bâtira un avenir meilleur, car l'éducation, disait Nelson Mandela, est l'arme la plus puissante. Le secteur de la santé a connu ces dernières années des vastes chantiers, construction ou réhabilitation d'infrastructures, équipements, formation et recrutement du personnel. Bref, toute une batterie de mesures pour offrir aux Nigériens des soins de santé de qualité. Dans la nouvelle vision de renaissance du Niger, la santé est un secteur clé qui fait l'objet d'attention des autorités de la 7e République. C'est dans cette optique qu'un plan de développement économique et social a été adopté. Il définit le cadre d'action global dans ce secteur important qui est la santé. Depuis 2011, d'immenses efforts ont été consentis par le gouvernement pour bâtir un système de santé performant qui offre à l'ensemble des Nigériens des soins de qualité. Il prend en compte la construction, la réhabilitation et l'équipement d'infrastructures sanitaires, ainsi que la formation et le recrutement du personnel de santé. Nous avons 12 centres de santé intégrés qui ont été construits et équipés. Les maternités, elles sont au nombre de 39 construites et équipées. Nous avons transformé des cases de santé en CSI, au nombre de 31 cases de santé qui ont été transformées. Nous avons aussi la construction de nouvelles cases de santé au nombre de 9. Nous avons un grand chantier ici à Niamey, à savoir l'hôpital de référence. Sur ce tableau chiffré des réalisations figurent également les résultats des efforts entrepris dans la prise en charge des maladies transmissibles et non transmissibles. S'y ajoute le Centre national de lutte contre le cancer à vocation régionale, en phase d'être finalisé pour compléter le dispositif mis en place par le gouvernement. C'est bientôt, Inch'Allah, on va les mettre, et nous travaillons avec l'AIA, l'Agence internationale de l'énergie atomique. Nous avons construit des bunkers qui vont abriter tous les rayonnements nécessaires à la destruction des cellules cancéreuses. S'agissant de la fièvre Ebola qui continue de faire des victimes en Afrique de l'Ouest, le Niger n'a enregistré jusqu'ici aucun cas. Un plan de contingence a été élaboré afin de prévenir la maladie. Le Niger a remporté également la longue lutte contre le ver de Guinée. Aujourd'hui, les autorités parlent d'éradication du germe. Autre défi à relever, l'amélioration de la santé de la mère et de l'enfant, des résultats faisant état d'une réduction de la malnutrition aiguë qui passe de 18% en 2009 à 13,3% en 2013. Un taux d'allaitement exclusif qui est passé de 13% en 2006 à 23% en 2012. L'allaitement maternel exclusif, c'est-à-dire pour un enfant de 0 à 6 mois, est un facteur important de lutte, de prévention de la malnutrition. Et aujourd'hui, je peux vous dire que dans le cadre du programme d'accélération de la mise en œuvre de l'initiative 3N, nous avons une réduction de la malnutrition chronique qui passe de 44% en 2009
à 42% en 2013. Des ressources humaines disponibles et de qualité sur l'ensemble du territoire figurent en bonne place dans le calendrier des perspectives, surtout pour faire fonctionner des infrastructures sanitaires qui continueront de sortir de terre. L'étude d'une couverture de santé universelle est sur la table des autorités nigériennes, lesquelles entendent faire jouer à ce secteur stratégique tout son rôle dans la renaissance du Niger. Le développement d'infrastructures de transport est fortement visible aujourd'hui au Niger. L'engagement pris par le président de la République, Issoufou Mahamadou, de construire 3000 km de route est aujourd'hui une réalité palpable. Sarki Aboubakar et Razak Abachi. Plus de travaux ces dernières années. Les routes. Avec pour objectif le désenclavement externe et interne du Niger, la construction a été très accentuée. En 50 ans d'indépendance, on a pu construire 4000 km de route. Et nous, notre objectif, c'est de réaliser en 5 ans 3000 km de route bitumée, auxquelles vont venir s'ajouter 2500 km de route en terre. À Niamey, la capitale, le programme Niamey la Coquette visant à donner à la ville des allures de capitale moderne a déjà pris forme et s'articule autour de la construction de plusieurs infrastructures routières. Nous avons réalisé dans le cadre de Niamey-Niala le premier échangeur en tout cas à Niamey. Nous sommes sur le deuxième grand échangeur à Niamey et les deux corniches et plus la route qui relie la route de dégagement du deuxième pont, ce qui relie donc le deuxième pont à la route de Saï. Nous avons aujourd'hui en réalisation donc, la route de Goudel, Tonibia, qui est en tout cas à un stade très avancé. Nous avons presque terminé la route Askia Mohamed. Outre Niamey, l'ensemble des régions du pays bénéficieront également de la construction ou de la rénovation d'infrastructures de transport. Nous sommes en train de reprendre aussi un certain nombre de routes qui sont déjà dégradées. C'est le cas de la route Balé-Ara-Filengue et le cas de Agadez-Ablama. Nous sommes en train de réfléchir au niveau du ministère d'autres projets concernant les autres villes chefs-lieux de région. C'est pour cela que nous avons programmé donc 10 km de route urbaine pour Agadez. C'est présentement en étude. 15 km à Tawa, 15 km à Maradi, 15 km à Zander et 5 km à Difa, étant entendu que Difa a déjà eu d'autres routes pendant donc, les fêtes du 18 décembre. Nous sommes présentement en train de faire 5 km dans le cadre de la route Difa, frontière du Tchad. Au même moment, les travaux de construction de la voie ferrée se poursuivent. Des travaux qui marquent la réalisation d'un rêve vieux de plus de 5 ans. La ville de Dosso abritera le 18 décembre prochain les festivités commémoratives de la fête nationale. Dosso bénéficiera à cette occasion de la construction et de la réhabilitation de plusieurs infrastructures. Nos reporters ont été dans cette région pour s'enquérir de l'avancement des travaux. Voici leur reportage. C'est le 3 janvier 2014, en Conseil des ministres, que la décision d'instituer la fête nationale du 18 décembre est prise. Cette initiative se fonde sur la vision du président de la République de doter toutes les régions du pays d'infrastructures publiques et économiques aptes à favoriser le développement. C'est dans cette dynamique que le programme Dosso Soga 2014 a été réfléchi et décidé. C'est l'une des capitales régionales qui souffrait un peu des manques d'infrastructures et dont il fallait relever les capacités d'accueil, d'hébergement et également, surtout l'aspect aussi embellissement. Et la doter, cette capitale, donc de toutes les infrastructures nécessaires qui puissent la mettre au diapason des villes modernes. L'un des aspects fondamentaux, c'est l'impact socio-économique que peut générer cette décision donc de célébrer régulièrement ou alternativement les fêtes du 18 décembre à l'intérieur du pays. Parce que, vous savez, les infrastructures qu'on va réaliser
sont de plusieurs ordres. Il y a des infrastructures administratives, il y a des infrastructures également économiques, il y a des infrastructures sportives qui vont chacune avoir son impact et générer également peut-être d'autres richesses et puis d'autres opportunités, sans compter l'effet d'entraînement que la réalisation de tels chantiers également peut susciter. C'est vérifié ici à Dosso parce que nous avons un certain nombre de promoteurs privés aujourd'hui qui sont en train de fournir des efforts. Ce programme permettra à la ville de Dosso de bénéficier de la construction d'infrastructures administratives, sociales et éducatives. Tous les régimes qui se sont succédés depuis l'indépendance, il y avait très peu d'investissements qui ont été réalisés au niveau de la région de Dosso. Et avec le régime actuel, en 3 ans, ce qu'on est en train de faire, ça fait 30 ans qu'on n'a pas vu ça ici dans la région de Dosso. Sur le terrain, les entrepreneurs sont à pied d'œuvre pour relever le défi, celui de livrer les édifices dans les délais. Nous devons féliciter chaleureusement les différentes entreprises et les bureaux d'études, ainsi que les autorités régionales et locales qui suivent au quotidien l'évolution de ces chantiers. Et je pense que les défis que nous voulons relever, donc de terminer tous ces travaux avant le 31 octobre 2014, Inch'Allah, je crois que ces défis seront relevés. Des travaux qui portent sur la construction d'une cité du 18 décembre de son villa, la réhabilitation de la case de passage présidentielle, d'infrastructures de forces de défense et de sécurité, du stade régional, de l'arène de lutte, de la maison de la culture, de la tribune officielle et de nombreux autres édifices. À cette allure, la fête anniversaire de la République prévue le 18 décembre prochain à Dosso s'annonce déjà très belle. Et voilà pour parler justement de ces grands chantiers en cours à Dosso. Un invité ce soir, il s'agit de M. Abouba Albadé, ministre d'État à la présidence. Monsieur le ministre, bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir à vous aussi. Voilà, Monsieur le ministre, je rappelle également que vous êtes le président du comité interministériel pour l'organisation de la fête du 18 décembre. Vous étiez d'ailleurs à Dosso il y a environ une semaine de cela. Quel est l'état d'avancement des travaux à ce jour? Merci beaucoup de nous donner l'opportunité une fois de plus de faire le point sur l'évolution des travaux à Dosso. En effet, depuis notre dernier passage, les chantiers ont bien évolué. Parce que vous savez, nous sommes en saison hivernale. Évidemment, il y a eu quelques petites contrariétés, mais dans l'ensemble, tous les chantiers qui ont démarré sont en cours d'exécution normale. Et après l'évaluation des différents bureaux